La fourchette haute de la corruption en Europe était évaluée à 990 milliards d'euros par an. Un certain nombre des sommes qu'on peut raisonnablement imaginer récupérer si on prend les mesures nécessaires sont des sommes qui vont pouvoir être affectées et faire en sorte que l'Europe soit enfin à la hauteur en matière de lutte contre le réchauffement climatique et peut-être aussi à la hauteur sur un certain nombre d'autres sujets. Je pense notamment aux services publics. Bien sûr. Quand tu vois dans quel état sont les hôpitaux, dans quelles conditions travaillent les juges, dans quelles conditions travaillent la plupart des policiers, on a besoin d'argent pour nos services publics. Je dirais, pour résumer, qu'il y a aussi une sorte de lien à faire entre dérèglement démocratique et dérèglement climatique. Éric, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu dans ce bureau. C'est depuis quelques jours que le Parlement européen est sous le choc. Il y a un scandale absolument monstrueux. Donc dès le premier week-end, je t'avais appelé pour demander si tu avais des idées à me donner pour le texte qu'on a voté au Parlement à Strasbourg et pour muscler qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre la corruption. Tu es juge, tu es un des fondateurs de Anticor et un des responsables aujourd'hui de Anticor qui fait un énorme boulot pour lutter contre la corruption. Donc on se connaît depuis des années, mais c'est toi le vrai spécialiste ou un des vrais spécialistes de cette question. Donc je commencerai en te citant, l'autre jour sur France Culture, tu disais la corruption, c'est un peu comme le dérèglement climatique. On s'en souvient que quand il y a des événements extrêmes, alors qu'en vrai, ça nous touche tous les jours. Est-ce que tu peux, je trouve que ce parallèle est très intéressant, est-ce que tu peux développer ? Eh bien, en réalité, cette affaire-là est à la fois très surprenante et ne l'est pas. Parce que ce qu'on observait depuis pas mal de temps au Parlement européen, c'est l'action des lobbyistes, c'est une situation de porte tournante où des commissaires rejoignent dans le privé des grandes banques. Barroso est un exemple emblématique, il a rejoint Goldman Sachs après son travail à la Commission. Donc il y a un certain nombre de choses qu'on savait. Alors aujourd'hui, certains parlent d'insouciance éthique, certains feignent de s'émouvoir du scandale. En réalité, le Parlement européen avait un certain nombre de verges pour se faire battre et il est arrivé un événement extraordinaire qui fait qu'aujourd'hui, on est au cœur du scandale. Donc avant de parler des solutions, est-ce que tu peux mettre le doigt là où ça fait mal ? Quand tu dis le Parlement européen a tendu des verges, qu'est-ce qui n'allait pas ? Tu as parlé de Barroso. Donc Barroso, c'était le président de la Commission européenne qui, pendant 10 ans, a présidé la Commission, puis qui est parti juste au bout de 18 mois chez Goldman Sachs. Donc tout le monde se demande, est-ce qu'il a vraiment fait le maximum pour lutter contre l'évasion fiscale ? Est-ce qu'il a fait le maximum pour réguler les banques ? Donc est-ce que tu peux mettre le doigt sur ce qui, à tes yeux, ne va pas et qu'on doit corriger ? Alors, à mon sens, pour se situer d'un point de vue un peu général, je dirais que quand il y a corruption, quand il y a fraude, il y a deux choses qui ne fonctionnent pas. Il y a d'une part les contre-pouvoirs qui sont insuffisants. Et d'ailleurs, là, c'est assez emblématique. On voit que c'est la justice belge qui est compétente dans ce domaine. Les choses auraient été à Strasbourg, ça aurait été la justice française. Donc ce n'est pas un mécanisme interne au Parlement, interne aux institutions qui a permis de découvrir les choses. Et la deuxième chose qui ne va pas dans les institutions européennes, pas seulement au Parlement européen, c'est cette porosité entre le public et le privé. Donc ce n'est pas seulement les lobbies, c'est la propension d'un certain nombre d'agents à rejoindre le privé. Et à la limite, rejoindre le privé, ce n'est pas scandaleux en soi. Ce qui me pose problème, c'est quand on rejoint le privé dans un secteur où on a eu des responsabilités, où on a eu des fonctions de contrôle. Là, on a un vrai sujet. Et c'est quelque chose d'assez courant avec un certain nombre de mécanismes qui sont mis en place qui devaient prévenir tout cela. L'enregistrement des lobbies, mais quand on regarde sur le site, c'est un catalogue. Donc on sait qu'il y a 13 000 personnes qui se sont enregistrées comme lobbies et qui, dans les institutions européennes, peuvent proposer leurs services. Mais il y a d'ailleurs, à mon avis, pas tous les lobbies, parce que le nombre de lobbies est supérieur. Il y a la possibilité pour les députés, l'obligation au principe de déclarer leurs intérêts, mais sous leur responsabilité. Il y a un code de conduite des députés, mais un comité exécutif qui n'a pas une très très grande activité pour contrôler ces déclarations d'intérêt, pour répondre à ces questions éthiques. Donc en réalité, on a un autocontrôle qui ne fonctionnait pas vraiment.
Ça, c'est clair, hélas. Une des propositions que fait le Parlement européen depuis septembre, il y a 14 mois, donc on n'a pas attendu ce scandale, le Parlement européen demandait la création d'une haute autorité pour essayer d'avancer là-dessus, un peu sur le modèle de la haute autorité qui est en France. Donc toi qui regarde de près ce qui marche ou ce qui ne marche pas dans plein de pays, quel est le bilan que tu peux faire de la haute autorité qui existe en France? Et est-ce que c'est une partie de la solution au niveau européen? Alors, mon premier mouvement est de dire, en réalité, avant même de créer des institutions, le vrai sujet, c'est une culture de la probité, de l'intégrité, de l'exemplarité. Mais évidemment, une telle culture doit s'appuyer sur des institutions et des textes, parce qu'on ne peut pas s'en référer à certains députés héroïques ou à certains lanceurs d'alerte héroïques. Il faut que normalement les institutions soient des institutions qui conduisent ceux qui en font partie à ces comportements intègres et probes. Et donc, cette haute autorité, c'est une solution possible. Donc, je pense effectivement que cette haute autorité fait partie des éléments de solution qu'il faut explorer. La haute autorité de la transparence de la vie publique en France n'est pas parfaite. Je pense qu'elle aurait sans doute encore besoin de compétences et de moyens supplémentaires, mais c'est une haute autorité qui a pour fonction de contrôler les déclarations d'intérêt et les déclarations de patrimoine. Donc les déclarations de patrimoine pour éviter qu'un agent public s'enrichisse entre le début et la fin de ses fonctions, et en tout cas qui peut sanctionner des déclarations qui ne sont pas sincères et exhaustives. Donc la haute autorité a une fonction de contrôle, d'enregistrement et de contrôle des lobbyistes, et elle a une fonction de réguler les passages du privé au public. Et ce sont trois choses qui, effectivement, concernent la France, mais qui concernent, je dirais, à la puissance 2 ou 3, les institutions européennes. Et donc, imaginez qu'on ait une haute autorité avec une personnalité qui devrait être choisie selon certaines procédures, et un collège. Parce que ce qui est important aussi dans la haute autorité, c'est qu'ils ne sont pas seuls, il y a des fonctionnaires, et puis il y a un collège. Là, effectivement, ça fait partie des solutions, parce qu'on ne peut pas s'en référer à un autocontrôle par des gens sans doute de bonne volonté, mais qui n'ont ni les moyens, ni peut-être le souhait de mettre le doigt là où ça fait mal. S'il n'y a pas d'autorité, s'il n'y a pas de prévention, s'il n'y a pas de réflexion éthique sur le patrimoine, sur les allers-retours privés-publics, eh bien, il n'y a plus que le pénal. Donc corruption, trafic d'influence, prise illégale d'intérêt, mais on ne peut quand même pas tout renvoyer au juge pénal, d'autant plus que, s'agissant des institutions européennes, le juge pénal, c'est le juge de Bruxelles, et de façon annexe, le juge de Strasbourg, mais il n'y a pas de juge pénal européen. Il y a un parquet européen sur la protection des intérêts financiers de l'Europe, qui a eu beaucoup de mal à se mettre en place, mais il n'y a pas de droit européen. Ce qui veut d'ailleurs dire que, parce que les faits ont été découvert à Bruxelles, Madame Kaili et les autres vont devoir répondre devant la juridiction de Bruxelles, et ils encourent une peine de 4 ans et 50 000 € d'amende, alors que si les faits avaient eu lieu à Strasbourg, ce serait le parquet de Strasbourg ou le PNF de Paris, le parquet national financier de Paris qui serait compétent. Dans ce cas, pour corruption, pour les mêmes faits de corruption, la peine encourue serait de 10 ans d'emprisonnement et 1 million € d'amende. Voilà. Donc, il faut savoir qu'il n'y a pas, qu'il y a un droit européen, mais qu'il n'y a pas de droit pénal européen, et qu'il n'y a pas d'institution pénale européenne, sauf le parquet financier, sauf le parquet européen, pardon. Hier, je te demandais, parce que comme beaucoup de députés, je trouve que c'est catastrophique. On est 700 députés, la plupart d'entre nous, on bosse 6 jours par semaine pour essayer de faire le bien commun, ce qu'on comprend du bien commun. Et puis, il y en a 4 ou 5, peut-être un peu plus, qui sont corrompus et qui donnent une image catastrophique. Donc moi, j'espère qu'ils auront les peines les plus dures. Évidemment, ils ont droit à un procès, évidemment, ils ont droit à un avocat, mais je pense qu'il faut vraiment qu'ils soient sanctionnés et
que les suivants qui hésiteraient se disent « Putain, si je risque 3 ans de prison, si je fais 1 an de prison ferme, pour être, à titre perso, j'ai pas envie qu'ils sortent avec de la prison avec sursis ou juste un bracelet électronique comme on a vu parfois. Non, mais je pense que c'est dramatique. Vraiment, je vois tous ceux qui m'en parlent depuis 10 jours. C'est une image catastrophique de la démocratie. Je rappelle que c'est le Parlement européen qui se bat pour qu'il y ait un salaire minimum dans tous les pays. C'est le Parlement européen qui se bat pour la transparence des banques. C'est le Parlement européen qui se bat pour qu'on crée une taxe sur la spéculation, pour avoir plus d'argent pour les hôpitaux, pour ceux qui souffrent de la crise sociale. Et donc, à travers 5 ou 6 députés qui se sont goinfrés, il ne faudrait pas qu'on affaiblisse la démocratie et que du coup, ceux qui ont les moyens, parce que si le Parlement n'est plus du tout crédible, si la démocratie n'est plus crédible, eh bien ceux qui ont les moyens aujourd'hui de mettre 1 million d'euros en liquide, ils auront encore plus les pleins pouvoirs et ils paieront des salaires. Voilà. Donc je pense que peut-être qu'on peut insister d'ailleurs sur la gravité de la corruption. J'ai vu un rapport que tu m'as cité, c'est grâce à toi que je l'ai lu, qui dit que c'est entre 200 et peut-être 900 milliards chaque année le coût pour chacun de nous de la corruption. C'est le coût global sur le plan européen. En fait, il y a plusieurs questions. Moi, je crois surtout à la certitude de la peine. Donc, il faut que ceux qui faillissent aient une probabilité élevée d'être pris. Ensuite, l'exemplarité de la peine, c'est une autre chose. Et la deuxième chose, c'est vrai que dans les conditions d'aujourd'hui, le scandale fait que c'est un peu comme la résistance d'une chaîne. La réputation d'une institution, c'est comme la résistance d'une chaîne. Quand le maillon le plus faible cède, c'est l'ensemble du dispositif qui est atteint. Et c'est très injuste pour les députés majoritaires, dont je pense qu'ils sont honnêtes, mais c'est très injuste, mais c'est ainsi. Et la confiance se perd vite et ça met beaucoup de temps pour la regagner. Cela dit, pour la regagner, ça signifie aussi qu'on met en place un peu plus que ce qui est nécessaire pour éviter que des affaires comme celle de Mme Kaili réapparaissent. Un peu plus, ça veut dire quoi? Donc le Parlement, je rappelle, a demandé une commission d'enquête, voilà, demande que sur la haute autorité, on avance. Nous, dans notre groupe, on a eu 2 réunions de groupe où on a tout mis sur la table et on demande en gros qu'on comprenne beaucoup mieux pourquoi cette dame était vice-présidente, comment se font les nominations, pourquoi notre groupe au début n'était pas d'accord pour voter la résolution sur le Qatar. Donc y compris dans notre groupe, je suis rattaché au groupe social-démocrate, on n'est pas toujours d'accord, mais globalement depuis 3 ans, je trouve qu'on essaye de faire du bon boulot. Et là, ça nous oblige à nous remettre en cause, y compris le groupe social-démocrate. Mais donc quand tu dis qu'il faut faire un peu plus pour gagner la confiance, qu'est-ce que tu nous suggères? Voilà, je pense d'ailleurs que tous les groupes vont devoir faire leur introspection, mais bien sûr, mais il faut aller au-delà d'une motion, d'une recommandation, d'une résolution et même d'une introspection. On parlait de mettre en place une autorité de la probité. Je pense qu'il faut aussi très sérieusement réfléchir au lobbyisme. Réfléchir même aux cabinets de conseil qui sont mandatés à Bruxelles. Pour moi, un des éléments de réponse, qui n'est pas le seul, mais un élément déterminant, c'est ce qu'on appelle l'empreinte législative. C'est-à-dire qu'il faut tracer les influences ou les tentatives d'influence du début à la fin. S'il y a des amendements qui viennent au Parlement, savoir si c'est le député de son propre mouvement qui a posé cet amendement ou si c'est un amendement qui est suggéré par un groupe d'intérêt. Ensuite, c'est sûr qu'il faudrait aussi connaître de façon beaucoup plus transparente quels sont les arguments qui sont mis en avant pour tel ou tel sujet, quels sont les rapports soi-disant indépendants et scientifiques qui sont mis en avant pour défendre telle ou telle option. Donc il y a un vrai travail de fond qui doit être conduit pour résister au lobbyisme, parce que il y a là une captation de la démocratie. Ce n'est pas illégitime en soi, mais ça le devient à partir du moment où on a une captation de la démocratie et à partir du moment où on peut hésiter entre ce qui est lobbyisme et ce qui est en réalité trafic d'influence. Donc c'est aussi l'interdiction pour ces lobbyistes de faire des cadeaux. Et d'ailleurs, soit dit entre parenthèses, nous avons maintenant les corrompus, Mme Kaili et quelques autres. Nous ne savons pas encore... soupçonne que c'est le Qatar, mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir si ça a été directement livré du Qatar ou s'il y a un cabinet de conseil, un cabinet d'avocats qui a pris sur lui de transporter ces fonds
physiquement aux députés en question. Donc il y a vraiment un sujet de lobbyisme à Bruxelles et il faut le prendre en main, je veux dire prendre ce sujet en main et ne pas se dire nous sommes la deuxième capitale de lobbyistes après Washington, c'est très bien, et on va leur demander de s'enregistrer. Ce n'est pas la façon, ce n'est pas une façon suffisante de répondre. On est complètement d'accord, on voit bien que ça ne suffit pas. J'ai trouvé ces graphiques qui montrent l'évolution, le nombre, les dizaines de millions que consacre par le lobby du pétrole. J'ai les mêmes chiffres pour le lobby de la grande pharmacie, 36 millions pour le lobbying. Et là, tu vois le nombre de lobbyistes qui sont, les millions et le nombre de lobbyistes qui sont là pour nous aider dans la décision. Voilà. C'est un sujet qui est recommandé par l'OCDE, la traçabilité de lobbyisme. C'est un sujet qui est recommandé en France dans un rapport de 2015 pour renouer la confiance dans la vie publique. Donc ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. C'est quelque chose qui a une difficulté à se mettre en place parce que c'est assez contraignant et finalement ça casse un certain nombre d'habitudes. Peut-être qu'il faut se dire les lobbies, on peut les recevoir comme on reçoit en France. En France, les gens qui sont invités à commenter un projet de loi, ils sont reçus dans une salle. Parfois, c'est filmé, parfois, ça ne l'est pas. Mais ensuite, on voit au moins à la fin les personnes qui sont intervenues, qui ont été auditées. Parce que là, si le député, et parfois... le Parlement a beaucoup de pouvoir, un pouvoir de co-législateur, un pouvoir considérable, mais les décisions, qui sont très nombreuses, sont préparées par des petites commissions, parfois même par un petit groupe de députés. Et si les députés n'ont pas l'honnêteté de dire qui ils ont vu, eh bien, tout cela reste opaque. Et je pense qu'une institution aussi importante que le Parlement européen, et d'ailleurs les autres institutions européennes aussi, mais particulièrement le Parlement, ne peut pas se contenter de dire circuler, il n'y a rien à voir, nous travaillons dans la discrétion. Je ne dis pas qu'il faut tout filmer, je ne dis pas qu'il faut mettre les agendas toujours à la disposition du public, mais je dis que l'opacité doit être combattue et j'ai le sentiment que sur l'action des lobbies, il y a une certaine opacité sur laquelle il faudra effectivement prendre des mesures. Donc, tu dis plus de transparence, plus de traçabilité, qu'on sache d'où viennent les amendements qui poussent, d'où viennent les textes. Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin? Parce que tu sais que je suis comme beaucoup engagé sur les questions de climat et j'ai passé 11 jours en Égypte pour le sommet climat. Et c'est quand même l'horreur de voir qu'il y avait 600 lobbyistes des énergies fossiles, 600 lobbyistes qui avaient fait le déplacement physiquement et qui, du coup, ont tenu qu'il n'y ait pas une ligne sur le pétrole et le gaz dans les conclusions. Et un ami me disait qu'à l'OMS, ils ont maintenant interdit le lobby des cigarettes qui a provoqué des millions de morts parce que le lobby des cigarettes, pendant très longtemps, a dit peut-être qu'il y a un risque de cancer, peut-être que non, oui. Continuez à fumer tranquille. À l'OMS, il y a des négociations où les gens qui font des cigarettes n'ont pas le droit d'être là. Ils n'ont juste pas c'est pas de la transparence, on interdit. Est-ce qu'il n'y a pas de domaine, il faudra aller plus loin? Je pense que c'est une bonne idée. À la question de savoir est-ce qu'il faut supprimer certains lobbies, interdire certains lobbies sur certains sujets, je dis oui, de la même manière que l'OMS l'a fait contre les cigarettes. Sans doute, il y aura un débat sur le point de savoir qui il faut interdire. Mais il faut savoir que les lobbies, ce n'est pas simplement présenter un sujet sous un jour favorable. Les lobbies, c'est instiller la culture du doute, par exemple, sur la nocivité de certains produits. Il y a un extraordinaire bouquin qui s'appelle Lobbytomie, qui part des lobbies en matière de santé et qui part de la façon dont cette culture du doute est instillée, qui part de la façon dont certains groupes d'intérêt rémunèrent des scientifiques afin de tenir leur plume, afin d'obtenir d'eux des articles scientifiques qui en réalité ne sont pas des articles impartiaux, mais qui sont signés d'un nom connu dans un domaine. Donc il y a une captation de la démocratie, mais aussi un infléchissement de certaines décisions qui ne va évidemment pas dans le sens de l'intérêt général. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut très fermement et très rigoureusement s'attaquer à cette question des lobbies. C'est toujours délicat de voir où est l'intérêt général quand on prend une décision. A fortiori quand on prend une décision à l'échelle de l'Europe, parce qu'il peut y avoir des points de vue différents sur l'intérêt général. Le problème, c'est des lobbies qui réussissent à travestir la défense d'intérêts privés
en une forme d'intérêt général. Et puis le problème n'est pas en tant que tel les lobbies, tu le dis dans tes textes, c'est normal qu'il y ait des gens poussent des intérêts, ils se rencontrent et que tous les députés les écoutent, mais le problème aussi c'est les députés qui se laissent corrompre. C'est quand des députés quand on découvre que François Fillon va être rémunéré par Poutine dans un conseil d'administration d'une entreprise pétrolière, que Gerhard Schröder, l'ancien Premier ministre, chancelier allemand, va aussi être financé par Poutine, quand Barroso part chez Goldman Sachs, tout ça est quand même vraiment scandaleux, vraiment choquant. Et là aussi, il y a aussi un sujet pour les députés, parce que certains députés ne se consacrent pas exclusivement à leur mandat de député. Certains députés sont conseils, exercent une activité alors même qu'ils sont députés et parfois sont plus rémunérés pour leur activité annexe. J'ai découvert ça depuis une semaine à cause de ce scandale. J'étais scotché. Je ne pensais pas, quand tu vois le boulot d'un député... D'abord, on est très bien payé. On est tous à plus de 6 000 euros par mois. Donc, on n'a pas besoin de plus de 6 000. On vit très, 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 très bien. Et on a un confort, voilà. Et puis, si tu fais ton boulot, moi, tous les soirs, je me couche en disant, mince, je n'ai pas fait la moitié de ce que je voudrais faire. Donc, je ne sais pas comment il y en a qui ont du temps pour être avocat ou pour être au conseil d'administration d'une grande entreprise. Donc, on peut penser que s'ils sont plus rémunérés en dehors du Parlement que pour leur fonction parlementaire, c'est que les intérêts qu'ils servent de façon annexe sont les vrais intérêts qu'ils servent et que l'idée qu'il puisse y avoir un intérêt général européen à construire est une idée qui les indiffère, plus ou moins. D'ailleurs, les députés français, on a interdit l'activité de conseil dans certaines conditions pour les députés français. Je pense qu'on devrait là aussi faire la même chose pour les députés européens. Et je pense qu'on devrait interdire aux députés européens d'avoir une activité annexe qui leur rapporte plus que l'activité principale. Aux États-Unis, il y a ce type de réglementation, donc je crois qu'on est à la moitié de l'activité annexe. L'activité annexe peut rapporter la moitié de l'activité principale. On peut concevoir que si un chirurgien souhaite garder la main pendant son mandat, il peut garder la main, que si un professeur souhaite faire des cours, il peut faire des cours. Mais les cours, ça ne rapporte pas 6 000 euros par mois. Là aussi, tu as trouvé un allié avec d'autres. Je suis persuadé qu'il y aura d'autres députés qui seront beaucoup de députés. Non, mais je pense que dès le mois de janvier, une fois qu'on était tous estomaqués, la plupart d'entre nous, on s'est pris un coup sur la tête. Et donc, je pense que dès le mois de janvier, ça va être quelles sont les solutions, comment et quand on change nos règles du jeu. Alors, je pense que c'est l'intérêt des scandales. Hélas, les sujets de corruption sont très rarement traités à froid. C'est un sujet sensible. Les gens préfèrent faire comme ça n'existait pas, comme si ça n'existait pas. Mais en réalité, les scandales sont souvent des occasions de faire avancer les sujets. Et j'espère bien que sur ce scandale-là, les institutions européennes vont avancer à la fois sur le contrôle du Parlement et de la Commission et des institutions européennes en tant que telles, mais aussi peut-être sur la corruption. Alors sur les questions de corruption, évidemment, ce n'est pas en claquant les doigts qu'on va supprimer le sujet. Mais il y a quand même des sujets sur lesquels on peut s'attaquer. Il y a un premier sujet qui est assez, à mon avis, pas trop difficile, parce qu'il est déjà dans les textes, c'est les compétences du parquet européen. Parce que le parquet européen, aujourd'hui, c'est remarquable qu'il ait été mis en place après 20 ans d'études et de discussions, mais le parquet européen a pour fonction de protéger les intérêts financiers de l'Europe. Donc, quand des faits de corruption ou de criminalité organisée concernent les intérêts financiers de l'Europe, par exemple les fraudes aux subventions européennes, l'usage... Voilà, le parquet européen peut agir. Il n'a pas la possibilité d'agir contre une criminalité organisée qui n'aurait pas de lien direct avec les intérêts de l'Europe. Je pense qu'il y a là une extension des compétences à la marge, mais une extension importante des compétences du parquet européen auxquelles ils font songer. Il y a un deuxième sujet très différent qui est de dire comment est-ce qu'on contrôle les entreprises et la propension de certaines d'entre elles seulement, à corrompre. Et effectivement, on a des scandales d'entreprises assez importants, parfois Siemens, Alstom, Airbus. Voilà. Donc, je pense qu'il faudrait un paquet conformité ou compliance qui aurait pour objet
un petit peu d'étendre à l'Union européenne, dans tous les pays de l'Union européenne, des règles comparables à celles qui existent en France depuis la loi Sapin 2. Donc les entreprises doivent avoir un référent en matière de corruption, de lanceurs d'alerte, doivent avoir une cartographie des risques en matière de corruption. Donc il doit y avoir des mécanismes internes pour les grandes entreprises, disons pour les entreprises cotées, des mécanismes internes qui permettent de prévenir la corruption. Et je pense qu'il y a aussi des initiatives à prendre en matière de lutte contre la fraude fiscale. Alors là aussi, la Commission elle-même, sur son site, nous dit chaque année, l'Union européenne perd environ 1 000 milliards du fait de la fraude et de l'évasion fiscale. Là aussi, même si c'est la fourchette haute, ça justifie qu'on se mobilise. Imaginons ce qu'on pourrait faire, même si on récupérait une partie de ces milliards. 100 milliards, c'est le déficit, quasiment le service de la dette qu'on sert en France. Pour avoir des chiffres en rapport, le sujet des retraites, sur lesquels on va peut-être, s'étriper en France au mois de janvier. Le sujet des retraites, si on lit le rapport du Conseil d'orientation des retraites, c'est la possibilité qu'en 2027-2028, selon les scénarios, le régime de retraite soit déficitaire de 0,5 à 0,8% du PIB français, soit de 15 à 18 milliards. C'est un chiffre dérisoire par rapport à ce dont nous sommes privés, parce qu'il y a une corruption endémique et parce qu'il y a une fraude fiscale endémique, elle aussi. Et puis tu as raison, c'est souvent dans les moments de crise qu'on se remet en cause. Oui. L'Europe, on dit souvent que l'Europe n'avance que quand il y a des crises. Et Roosevelt, tu sais que je suis d'un parti de Nouvelle Donne, parce que Roosevelt, quand il arrive au pouvoir, c'était la crise de 29, c'était des millions de gens dans la rue. Et Roosevelt fait 15 réformes en 3 mois. Il fait la séparation des banques, il fait un impôt sur les milliardaires, il fait un impôt. Il y avait un dumping fiscal, exactement comme le dumping fiscal quand j'étais petit, quand toi et moi on était petits, l'impôt était à 50% en Europe en moyenne, 50%, oui. On est tombé à 19%. Oui. Roosevelt était face à la même situation, la Floride baissait son impôt, le Texas baissait son impôt, et en quelques mois, Roosevelt a dit on va faire un impôt fédéral sur les bénéfices. Les banquiers gueulaient en disant que Roosevelt était un communiste qui allait tuer le pays, mais Roosevelt tient bon, il a le peuple avec lui, il a sa conscience avec lui, et il fait un impôt fédéral sur les bénéfices. Il a de l'argent pour donner du boulot aux gens, pour aider les paysans. Donc et le budget fédéral des États-Unis va tripler définitivement. C'est à cause de la crise de 1929 que Roosevelt arrive au pouvoir et qui fait ça, et aucun président ne le remettra en cause le fait qu'on a triplé le budget fédéral. Donc la question intervient au niveau européen, avec la succession des crises et avec ce scandale, est-ce qu'on est capable de changer, oui ou non? Voilà. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé après Roosevelt dément ce discours idéologique selon lequel l'impôt tue l'activité économique. Parce que la croissance des États-Unis est une croissance, la grande période, l'âge d'or des États-Unis, années 50-60, sont des années où cette fiscalité mise en place par Roosevelt perdurait. Et finalement, elle a été démantelée très tardivement à partir de Reagan, mais jusqu'aux années 80, cette fiscalité mise en place par Roosevelt perdurait, et ça coïncide avec la croissance des États-Unis. Et de façon moindre, nous avions aussi des impôts plus importants en Europe, en tout cas en France. Et les 30 glorieuses sont des années où l'imposition était très élevée, y compris l'imposition sur les sociétés. On est bien d'accord là-dessus. 2 derniers points avant de finir. Sur la question des lanceurs d'alerte, est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire pour faciliter? Quelqu'un de l'équipe disait, est-ce que ce serait pas... Il faudrait que quelqu'un qui a un soupçon, quelqu'un qui pense qu'il y a de la corruption mais qui n'en est pas sûr, puisse plus facilement saisir soit le parquet européen, soit la justice, en étant sûr qu'il ne va pas perdre son job 3 semaines après. Est-ce qu'il faut faire un site internet où les gens peuvent envoyer, en étant protéger leurs soupçons? Comment est-ce qu'on fait pour faciliter Alors, il y a déjà une directive lanceur d'alerte et elle a été transposée en France de façon ambitieuse. Donc, pour tous les sujets concernant des intérêts, disons, moyens, on a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut. Le problème, c'est que c'est partiellement perturbé par une directive européenne et une loi française sur le secret des affaires. C'est-à-dire que chaque fois qu'un lanceur d'alerte se découvre en divulguant un intérêt économique, par exemple,
eh bien, il va devoir démontrer, s'il est attaqué en justice, en défense, que son alerte était justifiée par un intérêt européen ou national. Et donc, dire que le lanceur d'alerte va se placer en défense dans ce genre de situation, que le journaliste qui divulgue des faits économiques va se trouver en défense devant un tribunal, en France devant un tribunal de commerce, ce n'est pas satisfaisant. Donc je pense que ce qu'il faut revoir, ce n'est pas tellement la législation sur les lanceurs d'alerte, qui est bonne, c'est la législation sur le secret des affaires. Est-ce qu'on a vraiment besoin, sur le plan européen et sur le plan national, d'une législation sur le secret des affaires, ou d'une certaine façon, tout ce qui concerne les intérêts économiques d'une société peut-être ressort du secret des affaires. Sur la question des sanctions, et après ça on va s'arrêter, je te libère, promis. Hier, je te disais par téléphone que là, ok, ils se sont fait choper parce qu'il y avait 600 000 euros en liquide, c'est incroyable, on a l'impression que c'est un mauvais scénario, qu'ils sont stupides, on se demande même si c'est pas une manœuvre à trois bandes pour discréditer le Parlement, tellement c'était grossier, grotesque, voilà, on ne sait pas qui. Mais imaginons que Mme Kaili ait mis cet argent sur un compte en banque au Liechtenstein ou à Singapour, qu'elle n'y touche pas pendant 5 ans, et puis quand elle ne sera plus députée, elle ira récupérer ses 600 000. Comment est-ce qu'on fait pour que ce scénario ne se passe pas? Donc l'idée que je te proposais, c'est, je t'avais parlé de la loi FATCA qui a été faite par Barack Obama. Et en gros, la loi FATCA, c'était aucune banque ne peut travailler aux États-Unis si elle n'est pas totalement transparente pour le fisc américain, surtout que dans toutes ses filiales, s'il y a un citoyen américain qui a mis de l'argent dans sa filiale à Singapour, la banque est obligée d'être transparente pour le fisc. Et du coup, ça a été une année de bataille parce que les banques étaient furieuses, mais Barack Obama et le Congrès ont tenu bon. Et la loi FATCA s'applique, et il y a cette transparence, et quelques milliards sont rentrés dans les caisses du fisc américain. Donc nous, depuis longtemps, avec Jean Jouzel et d'autres, on propose une loi FATCA climat pour que toutes les banques soient obligées d'être transparentes sur leurs investissements dans les énergies fossiles et de les stopper. Et depuis le scandale, je me demandais, est-ce qu'il ne faudrait pas faire une loi FATCA pour lutter contre la corruption des politiques, et que du coup, toutes les banques du monde soient obligées de déclarer si elles ont un compte de Pierre Larouturou, de Eva Kaili, ou de Jean Tartampion, ou de Bruno Le Maire, et que tant qu'on est vivant, tant que Bruno Le Maire, Pierre Larouturou, Eva Kaili, les banques sont obligées de déclarer au parquet européen ou à d'autres qu'il y a un compte au nom d'un élu. L'OCDE a mis en place l'équivalent de la loi FATCA, et donc il y a une normalisation de la transmission des informations. Donc ce sont les banques qui doivent transmettre à l'administration du pays d'origine l'existence d'un compte d'un ressortissant dans le pays. Par exemple, si un ressortissant américain a des fonds en France, la banque déclare ça à l'autorité fiscale aux États-Unis. C'est légal, c'est illégal, mais il le déclare. Et ceci existe pour l'ensemble des pays de l'OCDE. Là où j'ai une interrogation, c'est lorsque je vois le rapport OCDE, je vois que les États-Unis n'ont pas pris l'engagement, puisque les États-Unis considèrent qu'il y a FATCA. Et donc, je ne suis pas sûr que les comptes des entreprises françaises ou des ressortissants français au Delaware, par exemple, soient connus de l'administration fiscale en France. Et donc il y a une réciprocité qui, à mon avis, n'est pas encore en place, et c'est là où le système peut poser problème, parce que sinon, la transmission d'informations existe. Ensuite, ça signifie quand même qu'on ait des comptes, et que celui qui tient le compte soit connu. On sait qu'il y a des mécanismes où il y a des trusts, où il y a des fiducies, des sociétés à écran. Peut-être faudra-t-il aussi se remettre à travailler et, par exemple, voir, pour l'instant c'est une idée qui est un peu théorique, qui est notamment défendue par Gabriel Zucman, mais voir ce que pourrait être un cadastre financier. Et donc la question ne serait plus de savoir quel est le support sur lequel on a déposé de l'argent, mais serait effectivement de savoir où est la richesse des individus et surtout des entités économiques. Mais je pense qu'il faut absolument, là aussi, se rendre compte que l'estimation de la richesse qui est volée au monde, c'est au moins 8 000 milliards d'euros en stock. Il y a quelques années, Antoine Peillon avait dit c'est 600 milliards volés à la France. Ben oui, ces 600 milliards volés à la France, eh bien, ça rejoint les 8 000 milliards qui sont dans des paradis fiscaux. En sachant aussi que les paradis fiscaux, ce ne sont pas des pays exotiques.
ces pays exotiques n'existent que parce que les grands pays qui ont la puissance économique acceptent qu'ils existent. Et la question n'est pas du tout de stigmatiser les îles Niue ou telle île des Bermudes. Le problème, c'est de se dire, peut-être à l'intérieur même de l'Union européenne, est-ce que Chypre, est-ce que Malte, est-ce que même la Belgique pour ses ressortissants étrangers, est-ce que les Pays-Bas pour la taxation de certaines entreprises, est-ce que l'Irlande ne facilite pas beaucoup plus la fraude? Est-ce que les États-Unis, avec le Delaware et l'opacité du Delaware, est-ce qu'ils ne facilitent pas beaucoup plus la fraude? Et si ces pays-là décidaient, dans l'intérêt de leur population, de mettre un terme aux paradis fiscaux, les sociétés boîtes aux lettres aux Bermudes ou dans d'autres îles exotiques n'existent plus du jour au lendemain. Il ne faut pas qu'on soit trop long. J'ai un conseil. D'abord, merci beaucoup, Eric. Oui. Et ça va un peu dans le même sens. J'ai retrouvé ce livre. Donc, un petit conseil lecture. C'est bientôt les vacances. Il fait froid. On a du temps pour lire. C'est un livre écrit par Eric Alt et par Elise Van Beneden, qui est aujourd'hui la présidente de Anticor. C'est super intéressant. Je l'avais lu quand il était sorti et je vais le relire pendant les vacances. Il est sorti cette année. Voilà, il y a quelques mois. J'avais pris en un week-end, j'avais tout compris. Voilà. Et donc, résister à la corruption, c'est plein d'analyses qui donnent la hargne et plein de solutions concrètes. Donc, je vous conseille de le lire. Et puis, je vous conseille aussi, si vous voulez, d'adhérer à Anticor. Moi-même, ce matin, je me suis dit que j'étais plus tout à fait à jour de cotisation. Et une association comme ça fait du super boulot. Je ne suis pas sûr que Total et Exxon leur donnent des milliards d'aides. Mais nous ne les demandons pas d'Exxon et de Total. Bonne réponse. Voilà, donc ils comptent essentiellement, ils font un boulot énorme. Ils sont tous et toutes bénévoles pour ceux et celles qui sont les porte-parole. Mais il y a des permanents, il y a des salariés. Quand ils agissent en justice, il y a besoin d'aide. Donc voilà, ça prend 5 minutes. Vous allez sur le site d'Anticor et vous pouvez faire un don et vous aurez fait une œuvre utile. Et j'ai aussi vu un film assez remarquable qui explique de façon très, très limpide, avec beaucoup d'humour, comment fonctionne l'évasion fiscale. Et ça s'appelle La très grande évasion. Et je pense que ça vaut beaucoup de rapports savants. Et ça permet de voir qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais c'est précisément parce que les choses sont difficiles que nous sommes là. Et j'ai vu quelques extraits et c'est en même temps très crédible et très intéressant. Donc je pense que je vais y aller pendant les vacances. Eric, merci beaucoup. On lâche pas le morceau. Merci on prend pour quelques jours l'invitation. peut-être pour se reposer, mais dès le mois de janvier, on se reparle pour voir comment on profite de ce scandale pour que ce soit un électrochoc et qu'on puisse pas recommencer les mêmes choses catastrophiques dans quelques mois. Merci à toi. Merci.